Merci. Est-ce que l'on peut applaudir nos collègues qui ont présenté le Global Skills Tracker? C'est très important. Cela permet d'assurer le suivi des compétences. Nous sommes en retard. Pour les participants qui posent la question, nous allons tout aborder, tout ce qui est prévu à l'heure du jour. Nous sommes seulement un peu en retard. Cette journée sera pleine d'événements, d'activités. Nous allons poursuivre nos échanges. Eh bien, cette journée, c'est une journée des Nations Unies. Ce n'est pas célébré seulement par nous à l'UNESCO, mais c'est au niveau mondial. Il y a plusieurs institutions qui célèbrent parallèlement. Et il y a un des centres qui va se joindre à nous. Ils ont une activité, un événement pour le développement des jeunes. Au cours de cette journée mondiale des compétences des jeunes, je vais inviter... Oui, elle est là. Elle est là. Merci beaucoup. Liza se joint à nous depuis les Philippines. Cela fait un moment qu'elle attend. Merci beaucoup de te joindre à nous. Est-ce que tu... Il y a un problème technique, mais le plan B, c'était une vidéo. Donc, je vais la présenter. Donc, c'est Liza Bell Lagoura, coordinatrice de l'Université des sciences et des technologies Iloilo aux Philippines. Et voici sa vidéo, donc. Hello everyone and welcome. I am JJ and today we are celebrating World Youth Skills Day, a global event that highlights not just what we know, but what we can do. Let's get started. What AI or digital tool can you use in your chosen skill or field? There are a lot of available resources online such as ChatGPT, Gemini, and there are also online cooking websites and also cookbooks that can help us learn from the basics of cooking to more advanced culinary techniques. The AI or the digital tool that can be applied in electrical technology is the IBM Maximo or the Google AutoML AI. I will answer based on my class I enrolled here. So we know the have two AI. The first is the ChatGPT and the second is the Photoshop. For me, I think we can implement machine learning into that basic machine operation. So one of the most transformative AI skin tools in beauty care and wellness technology is AI-powered skin analysis using phones or tablets. These AI tools can analyze thousands of skin types and conditions and offering custom solutions for each individual, and this is something that wasn't possible before. So what difference do you think will it do when you use this AI tools? What would you like to answer? Let's have Shan. I think in basic machine operation, if you do it manually, it is very, very hard, very, very time consuming, and then very, very hassle. It's such a hassle. So when you implement machine learning in my skill that I learned, you can very well cut down the time, energy, and then energy and like you don't need to think about it. You just need to input the values and prompt to make the output that you want, and then you're done. Okay, for me, before I know about ChatGPT, I have to take a lot of time to make a concept. But when I know ChatGPT, it makes me more efficient in the work or do a project because I can get a lot of reference in ChatGPT. It's so helpful for me. This afternoon, we also have our trainers who are currently having their classes in their respective rooms. So we have Hannah here to interview them. Hannah? Yes, Jay. Now I'm here with Sir Ray, and we will know how he integrates digital tools like AI in this skills training. So we use artificial intelligence to
incorporate in this digital training, we use ChatGPT to generate images relating to environmental awareness, and then use digital tools like Photoshop to bring to life the concept of the training. Before AI, the concept usually takes longer because the one making the digital art must brainstorm on how to create this certain material they want to create. Now I'm here with Sir Ben, and he will share how can technologies like digital tools and AI can impact the field of mechanical technology. Okay, so actually there are a lot of digital tools and AI tools we can use in the field of mechanical technology or in the field of machining. So one particular application of this AI tools is in the programming, on the CNC programming. So the only problem is that when using this type of tool, you must also consider the type of the machine you are using, the type of controller. So in order that particular tool or AI tool will give you an accurate types of code you want to use in your program. Happy World Skills Day! Bon, c'est Frédéric Hubler qui va modérer la prochaine session. Merci Priscilla, bonjour. Je m'appelle Frédéric Hubler. Il y a un écho qui rend l'interprétation impossible. L'interprétation reprendra dès que possible. Fast pace, in particular in AI, we have seen a rapid advancement within just a few years. No one could foresee 10 years ago when World Youth Skills Day was celebrated for the first time, or even 5 years ago when the Global Skills Academy was launched. We saw in the morning session already that AI is having a big impact on education and work. We saw there's many opportunities, there is a lot of potential for innovation, there's a possibility of personalized learning and research. We saw some examples of that. The productivity could potentially increase a lot with the help of AI, but then there are also many challenges. For example, there's a risk of an increasing digital divide, both within countries, but also between countries. There are questions linked to ethical use of AI and privacy. We have seen that teachers need to learn how to use AI and to teach AI. We are also seeing increasingly how some Donc, nous avons parlé de comment enseigner l'IA. Nous avons vu que certains emplois sont remplacés par des agents IA, y compris des emplois qui exigent des qualifications élevées. Le son a coupé. Est-ce que mon micro fonctionne, dit l'orateur. Nous parlerons donc des demandes pour les compétences, les tendances, la préparation des institutions. Nous aurons des représentants de différentes parties de l'écosystème EFTP que je vais inviter sur scène, à commencer par Boren Chakroun, directeur des politiques et des systèmes d'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO, donc la division en charge de l'EFTP, Heike Kuhn, directrice de la division éducation au ministère fédéral allemand pour la coopération et le développement économique. Donc, le BMZ fait partie de 2 ministères allemands qui ont longuement soutenu UNEVOC avec
le ministère de l'Éducation. Ensuite, M. Ray English de World Skills International. Il est membre du Conseil pour le développement stratégique et le délégué de World Skills Irlande qui travaille de près avec l'UNESCO et UNEVOC. Matteo Scarzi, chef de mission au Centre de recherche sur la formation et les qualifications, ou CEREC en France. Amandine Dur, qui est Chief Product Officer chez Back Market pour les appareils reconditionnés. Et enfin, Ayeni Oluwatobi Dorcas, que vous avez déjà rencontré ce matin, qui est notre représentante de la jeunesse nigériane. On peut les applaudir. Alors, j'ai lu vos biographies et je me suis rendu compte qu'ensemble, vous représentez plus de 125 années de connaissances dans le domaine. Alors, quelle heure est-il? Nous avons 45 minutes. Et donc, je vais vous demander de répondre de façon assez brève aux questions, 2-3 minutes par question. Et ensuite, si nous avons le temps, nous prendrons des questions du public. Alors, je vais me tourner tout d'abord vers Boren, qui représente l'UNESCO. L'UNESCO travaille avec tous les États membres sur l'EFTP et le développement des compétences. Selon vous, quels sont les principaux défis pour, en fait, en ce qui concerne tirer parti de l'IA pour le FTP? Bonjour à toutes et à tous. Je me fais l'écho de mes collègues qui vous ont accueillis ici à la Journée mondiale des compétences des jeunes. J'ai suivi les échanges de ce matin et j'ai été vraiment très impressionnée par ce que mes collègues et les jeunes ont pu partager au cours des différentes sessions. Cette question quant aux politiques est fondamentale. C'est ce qui constitue un processus démocratique et qui constitue aussi l'action publique. Et j'aimerais parler de 3 défis en particulier d'un point de vue, disons, mondial. S'agissant de l'agenda politique, on voit qu'il existe des écarts s'agissant des politiques en tant que telles et des cadres réglementaires. Un exemple, les stratégies EFTP ont été développées sans avoir en tête la façon dont l'IA va affecter les compétences, l'apprentissage, la capacité des enseignants, les cadres réglementaires, l'évaluation, l'utilisation des données. Et donc, dans un grand nombre de cas, et on le voit émerger dans différents pays, on a tendance à procéder par tâtonnement. Par exemple, un gouvernement se concentre sur la formation des enseignants et c'est sa façon d'appréhender l'IA. Alors qu'à l'UNESCO, on essaye d'avoir une approche plus systémique, de s'intéresser à la gouvernance, au leadership, à l'infrastructure, aux ressources, au financement durable et bien sûr les capacités des enseignants et des apprenants, mais aussi les ressources pédagogiques, les programmes, les certifications formelles. Donc cette approche systémique demeure manquante dans un certain nombre de contextes. On parlait de préparation et de cadre, et nous aidons les pays à réfléchir à leur préparation à l'IA d'un point de vue macroéconomique, mais également éducatif. Le deuxième écart concerne la dynamique du marché du travail. Il y a quelques années, nous avons mené une enquête s'intéressant à l'actualisation des certificats. Et en moyenne, c'était 7 ans. Donc 7 ans entre le moment où
une qualification est octroyée et elle est actualisée. Si on le fait que tous les 5-7 ans, eh bien, lorsqu'on arrive sur le marché du travail, en réalité, les compétences qu'on a pu acquérir deviennent obsolètes. Et les plateformes comme l'ONET aux États-Unis, eh bien, sont actualisées à 10% seulement tous les ans. Donc, il faut 10 ans pour qu'une plateforme comme l'ONET, qui est l'une des plateformes les plus avancées, pour qu'elle soit entièrement actualisée. Et donc, si l'on regarde le tissu économique, et il y a des pays où 80% de l'économie est informelle. Et la demande des compétences a déjà évolué. Mais il faut créer des partenariats avec le secteur privé. Il faut développer des approches et des méthodes qui sont différentes par rapport à ce que l'on constate aujourd'hui. Et le dernier écart que je citerai, c'est l'équité et l'inclusion. Dans un grand nombre de cas, l'on sait que les groupes les plus défavorisés sont ceux qui bénéficient le moins de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Et les mieux équipés ont tendance à développer leurs compétences, alors qu'inversement, ceux qui sont moins équipés auront moins l'occasion de développer ces compétences. Et s'agissant donc de l'EFTP, dans un grand nombre de pays, les personnes qui choisissent l'EFTP souvent ont un parcours socio-économique moins favorisé. Et donc, cela veut dire qu'un grand pan de la population, finalement, serait à un désavantage et aurait moins l'occasion de développer ses compétences. Donc, il y a l'écart politique, l'écart sur le marché du travail et la question d'équité et d'inclusion. Merci, Boren, et je reviendrai à certaines de ces questions. Notamment, s'agissant de l'équité et de l'inclusion, c'est essentiel. Mais déjà, revenons sur l'écart politique. Nous avons ici Eike, qui représente le ministère allemand, le BMZ. Pouvez-vous nous expliquer comment le BMZ crée des politiques nationales qui favorisent l'accès à l'IA et aux compétences numériques? Merci, Monsieur Hubler. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier d'avoir organisé cet événement aujourd'hui, car nous sommes voisins d'Unevoc à Bonn, en Allemagne. Et je participe toujours à la Journée mondiale des compétences à Bonn. Mais quel plaisir d'être ici à Paris aujourd'hui et de pouvoir également interagir avec un public plus large. En Allemagne, nous croyons à l'EFTP, cela fait des siècles que nous y croyons. Et moi, je viens du ministère du Développement et nos partenaires sont dans des pays en développement, bien sûr. Et ça fait 60 ans, donc depuis 61, que nous y sommes présents. Effectivement, l'équité, l'inclusion, tout ce qui a été cité, ce sont des questions qui nous sont chères et nous voulons atteindre les jeunes dans les pays en développement qui sont souvent laissés pour compte. Nous avons entendu ce matin, et ce qui me plaît dans cette journée mondiale des compétences, c'est qu'il n'y a pas seulement des officiels qui s'expriment, mais beaucoup de jeunes présents ici en salle qui ont une voix et qui nous parlent. Et c'est pourquoi aussi j'ai voulu venir à Paris participer à cet événement. S'agissant de nos pays partenaires, et nous avons déjà parlé de démographie, de ce qu'il se passe en Afrique, en Asie, pour ne citer que 2 continents. Il y a beaucoup de jeunes et ils ont besoin de développer les bonnes compétences. Et nous, en tant que ministère, cherchons à soutenir cette transformation numérique rapide dans nos projets. Et comme je vous l'ai dit, nous avons une longue tradition dans le domaine de l'EFTP. Je voudrais vous donner 2 exemples de nos projets.
Déjà, nos projets bilatéraux. Au Liban, nous avons soutenu la création d'une plateforme d'apprentissage en ligne et les jeunes peuvent accéder à des contenus via un smartphone sans avoir besoin d'une connexion Internet stable, ce qui rend plus accessible le FTP à toutes et tous, y compris dans des contextes fragiles. L'autre exemple s'intitule l'initiative Fair Forward, qui a touché un grand nombre de personnes. Il s'agit de formations qui se concentrent sur les compétences IA en Inde, dans les zones rurales. Il s'agit d'agriculteurs qui obtiennent des informations sur des nuisibles et des informations concernant leur culture. Donc, pour résumer, nos partenaires s'intéressent énormément à ces questions-là. Je m'arrêterai là pour le moment. Merci. Merci beaucoup de ces exemples. Et maintenant, Ray, vous travaillez aussi à l'échelle mondiale, mais votre approche est différente. WorldSkills International est très connu pour ses concours de compétences et je me demandais comment WorldSkills travaillait avec son réseau mondial dans le cadre de ces concours et comment est-ce que vous vous adaptiez à ce monde en pleine évolution. Merci beaucoup, effectivement. WorldSkills International est aussi ravi d'être présent aujourd'hui. L'une de nos tâches principales, c'est de préparer la main-d'œuvre mondiale à l'ère de l'intelligence artificielle et intégrer l'IA à tous les niveaux. Si je reviens à ce qui a été dit ce matin, nous voyons bien que l'IA a un effet perturbateur, mais l'IA a aussi un effet de levier et certains de nos champions WorldSkills l'ont dit aussi. Et comme le disait Boran à l'instant, ce sont ceux qui sont préparés au changement qui pourront réellement en bénéficier. Et comment garantir que ce soit à la portée de tout un chacun et comment faire en sorte que nous ne perpétuons pas l'inégalité. Il faut que l'IA fasse partie des normes internationales. WorldSkills développe ces normes avec le secteur privé. Nous avons des beaux exemples de collaboration, nous avons entendu ce matin. Nous cherchons également à réformer les programmes scolaires au niveau national et international, utiliser les concours pour renforcer le réseau d'experts et en mettant à la preuve l'innovation et la mettons à l'échelle. Nous avons toujours piloté les efforts d'adaptation et d'adoption des nouvelles technologies pour renforcer les compétences. Et donc, je pense qu'une des spécificités du prochain concours en 2026 à Shanghai sera de mettre en lumière l'IA et l'impact sur l'éducation, les compétences et l'industrie. Les concours requièrent encore l'intelligence humaine. C'est ce qui ressort de nos concours. L'utilisation de l'IA en tant qu'outil est un outil parmi d'autres dans votre boîte à outils. L'IA ne remplace pas les autres outils et c'est ça le message qu'on veut faire passer chez WorldSkills. Alors, vous avez parlé de la manière dont les compétences numériques peuvent être mis au service de l'innovation et l'intégration des compétences mondiales dans l'IA dans les compétences et la demande qu'il y a pour ces compétences. Alors, je vais passer la parole à Matteo pour nous parler de la demande, côté demande des compétences. Alors, vous travaillez sur de la recherche dans le domaine de l'éducation et la formation technique et professionnelle et comment l'IA a un impact sur le FTP et la demande de compétences et comment on doit s'adapter. Alors, merci de votre intervention. Alors, j'étais à Bonn et à Paris pour cet événement dont vous parliez. On a dû s'y croiser.
Alors, concernant la question que vous me posez, alors CEREC est expert des questions liées au lien entre la formation et le marché du travail. Évidemment, l'intelligence artificielle nous intéresse. Nous faisons de la recherche sur l'impact de l'IA sur le travail, la répartition du travail entre les humains et les machines, par exemple, mais il y a d'autres sujets, l'impact de l'IA sur l'emploi, sur l'organisation du travail, sur les métiers et les compétences. Il s'agit là de différents sujets qui font partie de notre périmètre d'études. Mais nos avancées dans ce domaine sont limitées pour l'instant. En effet, nous sommes dans une transition majeure vers l'IA. Il faut que cette transition soit plus stabilisée avant que l'on puisse tirer des résultats de recherche fiables. Mais j'aurais quelques éléments à partager avec vous et qui fait écho à ce qui a été dit par les intervenants et intervenantes précédents. Alors, le développement de l'IA, en effet, pourrait accélérer les inégalités également au travail. Donc, par exemple, dans des entreprises, ce sont les personnes les plus connectées, qui ont les compétences numériques les plus poussées, qui vont en bénéficier et vont également bénéficier d'opportunités de formation à la fois formelles et informelles améliorées. Et donc, il est important d'identifier au sein de l'entreprise, d'évaluer le niveau de compétences numériques des employés. Donc, les entreprises doivent accompagner leurs employés. Et je ne parle pas là des grandes entreprises, je parle plus spécifiquement des PME et les ETI. Et nous avons besoin de politiques publiques également pour encourager l'alphabétisation numérique au sein des entreprises. Alors, on a vu des outils ce matin développés par l'UNESCO. C'est peut-être une piste à explorer, bien sûr. Deuxième point concernant les difficultés de recrutement. Alors ça, c'est un autre sujet qui a déjà été évoqué. De nombreux travailleurs et travailleuses développent des compétences au travail, sur le lieu de travail. Il s'agit de compétences informelles, une formation sur le tas informelle en raison de l'absence de formation formelle. Et donc, c'est notamment le cas dans le cas de l'IA. Et donc, l'apprentissage informel et l'apprentissage sur le lieu de travail va sans doute jouer un rôle dans l'adoption des outils IA. Alors, il s'agit de questions différentes, certes, mais elles mettent en lumière le besoin de s'adapter à cette nouvelle transition et le sujet, c'est la vitesse à laquelle on accompagne cette transition. Je voulais également évoquer ce que l'on fait en France. En France, nous avons un organe réglementaire des formations FTP, France Compétences, et France Compétences travaille sur les métiers émergents et en évolution pour qu'il y ait une procédure accélérée pour les certifications, pour les compétences nécessaires dans ces nouvelles industries. Et si cette certification est enregistrée, alors cela veut dire que ces formations peuvent être financées sur des deniers publics, et ce qui est évidemment essentiel, notamment dans le marché de la formation français. Donc c'est utile pour développer une nouvelle offre de formation rapidement, mais on doit s'assurer que ce développement va dans la bonne direction. Donc, il est important d'observer les dynamiques sur le terrain entre secteurs, professions, métiers, et l'expertise du CEREC permet d'accompagner ce type d'observation dans les environnements de travail des entreprises pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart qui se creuse entre la réalité des formations formelles existantes et la réalité du marché du travail. J'espère que j'ai parlé le temps imparti. Oui, très bien. On va peut-être pouvoir rattraper un peu notre retard. Alors, vous avez parlé des compétences numériques dans les entreprises et Amandine est la
personne parfaite pour nous parler de ça. Elle nous vient du marché privé. Et pour vous, votre expérience chez Black Market montre quoi? Quelles sont les compétences numériques dont vous avez besoin? Est-ce que vous voyez le lien entre le FTP et les employeurs, les instituts de FTP et les employeurs pour mieux s'assurer de l'alignement entre formation et besoins? Alors bonjour, je représente une entreprise privée, Back Market, et qui est dans le secteur des produits électroniques reconditionnés. Et le défi qu'on rencontre est celui que tout le monde rencontre, c'est-à-dire trouver les bonnes personnes avec les bonnes compétences. Donc on a 700 employés dans notre entreprise, dans un secteur qui emploie des milliers de personnes, pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers de consommateurs. Et donc, il est important que l'on communique entre entreprises sur les besoins réels en formation, en talent. Et il faut également que l'on discute avec les pouvoirs publics. Les entreprises privées sont bien souvent les fers de lance des nouvelles tendances et les compétences d'aujourd'hui que l'on promeut, eh bien, sont déjà en partie obsolètes en raison de l'accélération du rythme des tendances sur le marché. Donc, il faut que l'on travaille ensemble et que l'on s'organise. Alors, pour vous donner quelques exemples concrets de compétences nécessaires pour réussir dans notre secteur. Alors, deux compétences essentielles et je vais essayer de vous donner des exemples. Tout d'abord, les compétences liées aux données. Alors, quand on parle de données, on ne parle pas là des spécialisations dans le domaine des données. Dans le domaine des données, il y a toutes sortes d'emplois, de professions, le côté extraction et traçage des données. Ensuite, il y a le data analytics et puis l'analyse des données pour tirer des enseignements de ces données. Donc, quand on parle de la tendance des emplois dans le domaine des données, eh bien, en fait, on parle de différents emplois plus ou moins techniques qui requièrent différentes compétences. Et donc, chez Back Market, nous avons un programme de formation continue tous les ans. Et pour vous donner un exemple qui concerne toute notre industrie, et pas seulement notre entreprise, nous sommes une marketplace qui vendons des produits reconditionnés. Et donc, en tant que marketplace, eh bien, les données sont très utiles pour fixer le bon prix pour un produit reconditionné. Mais c'est également un défi pour toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine du reconditionnement, de la réparation. Eux aussi vendent ces produits et donc ils ont besoin d'avoir accès à ces données et de savoir analyser ces données. Donc ça, c'est un énorme défi et on a besoin que de nombreuses personnes dans le secteur développent ces compétences. Autre compétence clé, c'est l'IA, on en a parlé, mais parlons en détail de ce que cela veut dire quand on dit connaître l'IA, savoir faire fonctionner l'IA. Chez Black Market, on constate qu'il y a 3 compétences clés quand on parle d'IA. Tout d'abord, utiliser l'IA pour la catégorisation. L'IA est un outil très utile pour catégoriser les produits ou les informations basées sur l'apprentissage machine, c'est très efficace. Ensuite, l'IA permet d'automatiser. Donc, une fois que vous avez réussi à créer des catégories, ensuite, il faut voir comment on rend ces catégories productives, comment on peut automatiser un certain nombre d'actions. Mais on s'arrête là, on n'est pas allé au bout du chemin. En fait, l'IA n'est pas forcément un outil toujours fiable. Et pour être fiable et cohérent, eh bien, dans le domaine de l'IA, une des compétences essentielles va être celle de l'évaluation. Et quand on parle de l'évaluation, eh bien là, on parle de toutes sortes de métiers, l'ingénierie des prompts, gestionnaire de catégorisation, etc. Donc tout ça pour dire que, pour conclure, il est important que les entreprises travaillent étroitement avec les formations type EFTP parce que nous, on peut vous dire quelles sont les tendances, quels sont les besoins spécifiques pour les emplois de demain.
Merci beaucoup. Vous êtes la première à parler des compétences liées aux données. Et donc, je pense que ce serait intéressant d'aller voir le Global Skills Tracker pour voir si ces données sont disponibles, si on a les informations sur ces compétences en termes de gestion des données. Ayeni, vous avez entendu ce dont ont besoin les employeurs. Et donc, j'aimerais savoir, de votre point de vue en tant qu'apprenante, qu'est-ce qui vous a aidé le plus? Quelles méthodes d'apprentissage ou d'enseignement et de mesures d'accompagnement vous ont aidé à développer des compétences numériques et dans le domaine de l'IA. Alors, c'est un honneur d'être sur ce panel. Alors, à mes yeux, c'est l'apprentissage sur le tas qui est important, l'engagement. Vous pouvez lire un livre sur le vélo, mais tant que vous n'avez pas essayé un vélo pour trouver votre équilibre, eh bien, vous ne saurez pas pédaler. Et donc, je me souviens quand les outils IA sont sortis, eh bien, c'était encore très nouveau et tout le monde a essayé. Et moi, j'ai décidé de faire une vidéo avec l'IA pour générer un script, faire la vidéo. Donc, je ne savais rien sur l'IA, mais il fallait que j'essaye pour tester et développer mes compétences. Donc, une des façons dont j'apprends, notamment aujourd'hui, c'est en faisant, c'est en créant cet engagement. Ensuite, il y a le fait de rejoindre une communauté. C'est essentiel quand on cherche à apprendre. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs tentatives, plusieurs fois ça n'a pas marché. Et donc, en fait, j'ai rejoint des communautés sur le sujet. Donc, quand je rencontrais un problème, eh bien, j'expliquais mon problème et quelqu'un me proposait une solution. Donc, je vous encourage à rejoindre des communautés d'apprenants. On ne peut pas tout faire tout seul. Et dernièrement, et pour finir, et quand on parle de contenu, eh bien, il faut consommer des contenus en petites portions. Parfois, si l'on trouve que ce qu'il y a à apprendre est beaucoup trop complexe, eh bien, commencez petit à petit. Suivez des TikTokers qui parlent de ce que vous souhaitez apprendre et puis vous allez commencer à comprendre un peu les enjeux, comme le contexte, etc. Donc, voilà les trois éléments à mes yeux. Alors, c'est intéressant que vous n'ayez pas mentionné les enseignants et les enseignantes. Bon, les YouTubers, les TikTokers, ce sont des enseignants informels à mes yeux. Parce que l'IA est liée à ce qu'il y a en ligne et les enseignants, évidemment, jouent un rôle essentiel dans tout ce que j'ai appris. Donc, merci à eux et à elles. Alors, sur la question des enseignants et enseignantes, en tant que chercheur, Matteo, vous avez donné des exemples intéressants à Ayeni quand vous avez parlé des enseignants, vous avez parlé d'enseignants informels sur TikTok ou ailleurs. Mais les enseignants et enseignantes du système formel doivent également développer des compétences pour enseigner l'IA, l'utilisation de l'IA. Quels sont les défis à vos yeux pour améliorer les capacités des enseignants et enseignantes pour introduire l'IA et notre technologies nouvelles dans leur enseignement? Est-ce qu'il y a des politiques publiques qui permettent de répondre à cet enjeu? Alors, merci beaucoup. Ça n'est pas facile de répondre à cette question parce que ce n'est pas spécifiquement notre cœur de métier. Nous ne travaillons pas sur les questions de pédagogie en tant que telles, mais ça m'a permis de réfléchir au sujet. Et j'ai essayé de voir ce que l'on pourrait dire à ce sujet. Alors, ce que je vais dire a déjà été dit aujourd'hui, avant la pause déjeuner. Je pense qu'il faut définir ce que serait une intelligence hybride, c'est-à-dire la complémentarité de l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle et comment l'un nourrit l'autre.
Alors, et cela s'applique aux enseignants et aux formateurs et formatrices, parce que, évidemment, l'humain reste un maillon essentiel du processus d'apprentissage. Et j'irai plus loin encore. Un institut de formation qui n'utiliserait que l'IA pour reproduire les interventions humaines et ensuite les rendrait disponibles sur une plateforme numérique, eh bien, n'offre pas réellement de la formation. En tout cas, cette activité ne peut pas être une activité isolée. Il faut qu'il y ait un élément d'engagement humain à un moment ou un autre du processus, à mes yeux. Alors, ce format hybride dont je vous parle, eh bien, ça veut dire que les formateurs et formatrices sont responsables de l'utilisation de l'IA. Et vous l'avez déjà mentionné. Donc, il faut que ces personnes soient capables de transmettre ces informations et ces valeurs aux étudiants et aux étudiantes. Il faut savoir comment on utilise ces outils, on recueille les retours sur l'utilisation de ces outils. Il faut, en effet, adopter une nouvelle approche de l'apprentissage qui est plus itérative, dynamique, plus réflexive. Et donc, je pense que les enseignants doivent être là pour rappeler que l'IA ne remplace pas l'esprit critique, au contraire, et qu'il faut vérifier les sources, travailler ses prompts, reconnaître les biais. Tout cela, ce sont des compétences analytiques qui sont devenues essentielles et les enseignants doivent montrer la voie à leurs élèves. Quant aux stratégies et aux politiques publiques à mettre en œuvre, je pense que certaines études ont mis en lumière le fait que la formation professionnelle met l'accent sur la qualification et le lien avec la profession spécifique. Mais avec la question de l'IA, eh bien, de nouvelles compétences sont nécessaires et ne concernent pas seulement tel ou tel secteur. Et il s'agit d'un défi transversal à tous les secteurs et les autorités publiques doivent travailler avec les professionnels pour codifier ces nouvelles compétences et développer des formations généralistes sur le sujet au-delà des qualifications professionnelles spécialisées. Donc, quand je parle spécifiquement de l'EFTP. Et donc, les enseignants pourront en tirer bénéfice, notamment avec des formations qui ciblent spécifiquement les compétences IA qu'ils devront enseigner à leurs élèves. Alors évidemment, pour tout ça, il va falloir du financement public et il va falloir accélérer l'acquisition de ces compétences par les enseignants afin qu'ils s'adaptent au plus vite à ces changements technologiques. Merci, Matteo. Alors, je voulais changer un peu